France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Classique Sévigné, l'héritage des femmes de lettres du grand siècle. La marquise de Sévigné meurt en 1696 chez sa fille au château de Grignan dans la Drôme. Quand elle disparaît à l'âge de 70 ans, Sévigné laisse une imposante correspondance. Mais elle n'a rien publié en son nom. Alors comment s'est opérée la découverte des lettres de Sévigné, devenue depuis une figure de la littérature parmi les autrices de son temps et les femmes de sa famille? Lorsque Madame de Simiane mourut, le 2 juillet 1737, avec elle s'éteignit pour toujours ce talent littéraire que Madame de Sévigné avait porté à son sommet. Ce talent qui, d'une manière à peu près unique, s'était soutenu pendant 4 générations avec 4 noms de femmes, Madame de Chantal, de Sévigné, de Grignan et de Simiane. Le cours de l'histoire. La Révolution était proche et la France devait bientôt être bouleversée. Avec Pauline de Simiane, c'était presque un monde qui disparaissait. Un monde qui avait eu pour témoin attentif 4 femmes belles et spirituelles, dont les noms évoquent pour nous, aujourd'hui, plus d'un siècle d'histoire et de littérature. Dans l'émission Feu croisé en 1966, la présentation avec un regard féminin de la famille de Madame de Sévigné, la grand-mère Jeanne de Chantal, Madame de Sévigné, sa fille Françoise et sa petite-fille Pauline de Simiane. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, Classique Sévigné. Pour saisir comment Madame de Sévigné est devenue un classique de la littérature, Laure de Préto, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature française du XVIIe siècle à l'Université d'Orléans. Anne-Laure Sol, bonjour. Bonjour. Conservatrice en chef du patrimoine et vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Madame de Sévigné, lettres parisiennes. C'est au musée Carnavalet à Paris. Et Nathalie Grande, bonjour. Bonjour. Professeur de littérature française à l'Université de Nantes. Évoquer Pauline de Simiane pour ouvrir une émission sur la postérité de Madame de Sévigné, c'est une évidence. Laure de Préto, en quoi Pauline de Simiane, donc la petite-fille de Sévigné, joue-t-elle un rôle si important dans cette histoire ? Alors, elle a un rôle assez ambivalent dans la postérité de Sévigné, parce qu'elle est à la fois la gardienne du temple, celle qui a assuré pour la première fois une édition autorisée des lettres de Sévigné. Et en même temps, il y a une légende noire aussi autour de Pauline de Simiane qui serait responsable non seulement de la suppression des lettres autographes de la grand-mère, mais aussi de sa propre mère, Françoise de Grignan. Alors, l'histoire est un peu plus compliquée que cela aussi, parce que l'éditeur avec lequel elle a travaillé, le chevalier Perrin, a aussi beaucoup dit que Pauline de Simiane était responsable d'un certain nombre de troncations, suppressions, de scrupules de dévotion. Il parle de scrupules de dévotion. Et ce qui est intéressant dans le cas de Pauline de Simiane, c'est tout de même cette volonté de préparer une édition autorisée qui rétablit un certain nombre de textes à partir de manuscrits autographes. Mais ce qui est intéressant aussi, et un peu moins connu, c'est que Pauline de Simiane, c'est aussi quelqu'un qui écrit et qui a écrit. Et qui a aussi fini par écrire à la manière de sa grand-mère. C'est ce qu'on voit aussi dans les lettres de Pauline de Simiane, qui ont été publiées ensuite. Donc c'est assez troublant, parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui a écrit de la poésie, écrit une nouvelle, publiée dans le Mercure Galant. Et en même temps, tout ce qu'on a quand même retenu dans l'histoire littéraire, c'est surtout qu'elle est l'éditrice de sa grand-mère. Donc il y a le poids de l'ancêtre ici qui joue un rôle important. Ce n'est pas rien d'être la petite-fille de Madame de Sévigné. Nathalie Grande, Madame de Sévigné a-t-elle vu ces lettres publiées de son vivant ? On l'entend bien, il y a la publication par sa petite-fille après sa mort, mais de son vivant, a-t-elle des publications, des écrits qui ont été publiés ? Il faut revenir peut-être à ce mot, publier. Publier, c'est rendre public. Il est clair que Madame de Sévigné n'a pas voulu délivrer au grand public ses lettres. Cependant, on peut penser qu'une partie de ces lettres ont été lues non seulement par leurs destinataires directs, mais également par des cercles familiaux, cercles amicaux, ce qui fait qu'il y avait on peut parler d'une sorte de proto-publication, mais évidemment très limitée du point de vue du nombre des destinataires.
Du point de vue de l'intention de publication, je crois en revanche qu'on peut être absolument sûr, si on pense aux publications au sens moderne du terme, qu'elle n'a pas souhaité avoir une diffusion élargie de sa correspondance. Elle n'a pas souhaité devenir l'autrice qu'elle est devenue. Oui, parce qu'elle l'est devenue comme une évidence, mais avec un processus que nous allons aujourd'hui essayer de comprendre. Par les écrits, bien sûr, Madame de Sévigné est connue. Par sa conversation, elle devait être brillante, mais cela ne laisse pas de traces. À l'exposition Madame de Sévigné, lettres parisiennes, Anne-Laure Sol, il y a d'ailleurs l'évocation des lieux où elle résidait, des gens qu'elle pouvait aller visiter. Et ici, ça nous montre la sociabilité très riche de Sévigné. Oui, bien sûr. Alors donc dans l'exposition qui se tient au musée Carnavalet, donc en plein cœur du Marais, dans l'hôtel Carnavalet que Sévigné a loué de 1671 à sa mort, il y a une grande carte de Paris qui montre effectivement les différents logements qu'elle a occupés. Elle a habité une dizaine d'adresses dans le Marais, et puis également toutes les adresses de ses amis, des cercles qu'elle fréquentait, des lieux de pouvoir qu'elle fréquentait également, des lieux de distraction, les promenades. On se rend compte que c'est un tout petit Paris, géographiquement parlant, mais en revanche extrêmement dense et une coterie, une sociabilité très très serrée dans ce quartier du Marais. Même au-delà du Marais, parce que à côté de la carte des lieux fréquentés par Sévigné à Paris, il y a celle plus large, des villes autour de Paris, des châteaux autour de Paris, là où elle pouvait se rendre avec l'intelligence d'avoir donné le temps de déplacement. Alors c'est pas si long que ça, mais enfin quand même, faut compter parfois 2 heures pour aller pas si loin de Paris, mais visiter des gens. Oui, on s'est beaucoup amusé à faire ça. C'était à calculer exactement. Ça a été fait de manière très sérieuse, calculé exactement en fonction de l'état des routes, à partir de la place Royale, donc de la place des Vosges, le temps qu'il fallait pour rejoindre l'abbaye de Livry, différents châteaux en Île-de-France dans lesquels elle faisait des séjours, où elle se rendait pour rencontrer des amis. Donc on a une idée comme ça aussi de ces relations extra parisiennes. Oui, parce que c'est ce que nous retrouvons dans la correspondance Laure de Brettot. Nous parlons beaucoup des lettres de Madame de Sévigné à sa fille. Il y a d'autres destinataires et cela est en écho à tous les gens qu'elle pouvait fréquenter, car ces lettres reflètent aussi un art de la conversation. Ça devait être admirable de discuter avec Sévigné. Oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, à sa mort, plus exactement dans les mémoires de Saint-Simon, à l'année de la mort de Sévigné en 1696, Saint-Simon loue son art de la conversation. Et il dit qu'elle avait cette capacité de donner de l'esprit à tous les gens avec qui elle conversait. Donc c'est vrai que c'est surtout ça qui reste et qui se manifeste, même si tout cela est aussi reconstruit par l'écrit, par les mémoires, par les lettres, qui ont voulu aussi mettre en avant cet art de la conversation qui a ensuite été érigé en spécificité du XVIIe siècle et puis ensuite aussi du XVIIIe siècle. Donc c'est aussi une construction historiographique, mais qui s'appuie sur l'éloge qui a été fait d'un certain nombre de femmes nobles et d'hommes nobles également. Donc oui, c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup de correspondants qui ont loué son art de la conversation. Une construction, vous le dites avec justesse, parce que Nathalie Grande, au moment où Madame de Sévigné meurt en 1696 au château de Grignan, elle n'est pas la figure que nous connaissons aujourd'hui, c'est important de le rappeler. Que représente-t-elle quand elle disparaît ? Est-ce qu'on annonce la disparition d'une femme de lettres ? Alors lettres, correspondance, ou en tout cas maîtrise de l'écriture. Elle peut faire la disparition d'une femme de lettres, qu'elle est déjà d'une certaine manière, parce que on sait dans un cercle très restreint qui est le milieu de la grande aristocratie parisienne, de la cour, et un peu au-delà, puisqu'elle a effectivement tout un réseau autour de Paris, mais aussi dans des provinces plus lointaines en raison de ces divers liens familiaux. En dehors donc dans ce cercle-là, effectivement, par exemple, une publication dans le Mercure Galant peut servir à annoncer la mort
encore la disparition d'une autrice. On sait par exemple que la mort de Madeleine de Scudéry a fait l'objet a été saluée d'une certaine façon par différents poèmes pour célébrer sa mémoire. Alors pour Madame de Sévigné, c'est plus ambivalent puisque comme je vous disais, elle n'a pas voulu devenir autrice. Elle l'a été après sa mort. Alors sa petite fille Pauline de Simiane, effectivement, en faisant cette publication officielle, a voulu d'une certaine façon mettre un terme à une diffusion qui existait déjà, qui avait commencé par les mémoires de quelques lettres dans le mémoire de Bussy-Rabutin, mais qui avait ensuite continué par une série d'éditions on va dire pirates, à Troyes par exemple, où effectivement il y a des lettres choisies, alors sans son nom, c'est Madame la Marquise de S, qui ce genre de publication donc apparaît très vite après sa mort, et voilà, c'est une des raisons, on peut penser, qui a poussé sa petite fille à choisir de mettre un terme justement à des textes qu'elle ne contrôlait pas, avec donc cette édition, on va dire officielle, autorisée, qui est celle donc qui est donnée en 1634-1637 et qu'elle donne finalement juste avant sa propre mort. Et cette d'ailleurs édition va ensuite être reprise et diffusée, ce qui fait qu'il y aura à partir de ce moment-là une sorte de version autorisée qui n'est peut-être pas d'ailleurs encore la version définitive. Mais donc quand elle meurt, quand Madame de Sévigné meurt, elle n'est pas reconnue comme autrice. Elle est reconnue comme une femme d'esprit, la petite fille de Jeanne de Chantal, et elle est toujours connue pour ça, parce que c'est une personnalité rayonnante que Jeanne de Chantal, et donc son souvenir est cultivée, au moins dans tous les couvents de la Visitation de France et d'ailleurs. Mais elle n'est pas l'autrice qu'elle est pour nous. Son nom n'évoque pas la grande autrice telle qu'elle est devenue, effectivement, dans l'histoire de la littérature française. Puis c'est une grande figure de l'aristocratie, Anne-Laure Sol. Dans l'exposition Madame de Sévigné, lettres parisiennes au musée Carnavalet à Paris, nous le voyons bien, le nombre de représentations, de tableaux imposants, des portraits d'elle. Elle s'inscrit ici dans un univers social, j'ai l'impression, qui prime à ce moment-là, avant le fait qu'elle écrive des lettres. Oui, absolument. C'est toute la question de sa sociabilité. Et c'est vrai qu'elle fréquente un certain milieu, un milieu très aristocratique. Elle a elle-même une grande conscience de son rang, qui est pas forcément corrélé d'ailleurs avec ses moyens financiers, puisque elle tient son rang parfois avec difficulté, en particulier après la disparition d'Henri de Sévigné, son époux. Mais elle a tout à fait conscience d'appartenir à une classe sociale extrêmement privilégiée. Elle naît déjà dans un milieu qui mêle une noblesse plus ancienne, bourguignonne par son père, et plus parisienne et plus récente par sa mère. Et elle va fréquenter de manière exclusive la fine fleur de l'aristocratie parisienne dès ses plus jeunes années. Et les femmes de lettres de son temps les fréquentent-elles? Parce que dans les émissions consacrées à Madame de Sévigné, dans le cours de l'histoire, des émissions à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France, nous l'avons entendu, Madeleine de Scudéry, précieuse telle qu'elle a souvent été présentée uniquement ainsi, sans percevoir sa richesse littéraire, est quelqu'un qui est en lien avec Sévigné. Laure de Prétot, on l'inscrit dans un univers plus vaste de femmes qui écrivent à ce moment-là? Oui, il y a par exemple dans la collection de portraits autour de la Grande Mademoiselle, voilà des portraits qui sont faits de Sévigné, de Lafayette, les unes par les autres. Il y a des échanges épistolaires. Donc oui, il y a la fréquentation de La Rochefoucauld, de Lafayette, des échanges autour justement de commentaires des maximes de La Rochefoucauld, un échange au moment de la publication de La Princesse de Clèves, un débat assez nourri entre Bussy-Rabutin,
d'autres correspondants et puis Sévigné. Et il y a en effet cette nébuleuse galaxie, selon comment on l'appelle, ce groupe de femmes qu'on a appelé les précieuses, qui ont aussi gravité dans son entourage. Mais il y a aussi des relations avec des auteurs masculins, évidemment Bussy-Rabutin, son cousin, mais également des érudits, alors qui sont pas forcément devenus des classiques pour nous aujourd'hui, mais qui sont des doctes, des savants beaucoup étudiés par les chercheurs et les chercheuses aujourd'hui. Voilà, Jean Chapelain, Ménage, qui a aussi servi parfois on l'a beaucoup dit, de guide dans l'écriture, l'apprentissage de la bibliothèque, ce genre de choses. Donc, Nous parlons de la postérité de Madame de Sévigné, et bien sûr la postérité, le temps qui passe fait que d'autres noms ont été oubliés. Nathalie Grande, parler de Sévigné aujourd'hui oblige à se replacer au moment de son existence et à voir qu'il y avait d'autres auteurs, autrices très célèbres qui aujourd'hui ont disparu, mais il ne peut pas ici être possible de les écarter pour essayer de comprendre Sévigné. Oui, et comme Laure, je voudrais insister effectivement sur la présence de Madame de La Fayette dans le cercle proche et intime de Madame de Sévigné. Parce qu'on a ce cas rarissime, je crois, dans l'histoire littéraire, de deux écrivaines, qui sont en fait deux écrivaines, mais deux écrivains qui sont parmi les plus connus, les plus reconnus de leur siècle, et qui sont en même temps des amis très proches. Elles ont eu toutes les deux une amitié qui a duré quasiment toute leur vie. Pour des raisons d'abord, on va dire, familiales. Il se trouve que la mère de celle qui allait devenir Madame de La Fayette, la mère de Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, Isabelle Pénat, s'est remariée dans son second mariage avec le chevalier Renaud-René de Sévigné, qui n'était autre que l'oncle d'Henri de Sévigné, le mari de Madame de Sévigné. Ce qui veut dire que d'une manière assez étonnante, la mère de Madame de Sévigné, par son second mariage, s'est appelée Madame de Sévigné. D'accord. C'est quelque chose qui surprend aujourd'hui. Mais voilà, donc elles ont des liens de famille qui font qu'elles se sont rencontrées toutes jeunes, et cette amitié ne s'est jamais démentie jusqu'à leur mort. Il y en a des traces. Alors, hélas, nous n'avons quasiment pas nous avons quelques lettres de Madame de La Fayette adressées à Madame de Sévigné. En revanche, la correspondance de Madame de Sévigné à Madame de La Fayette, à ma connaissance, n'est pas retrouvée. On peut toujours espérer retrouver d'autres textes, mais en tout cas, elle n'est pas importante. Et voilà, donc c'est vraiment cette amitié entre ces deux personnalités rayonnante sur le plan littéraire est quand même quelque chose que je trouve tout à fait fascinant. Mais au-delà, effectivement, parce que là, on est effectivement dans le premier rayon, ce sont des autrices qui ont laissé leur nom dans la littérature nolens volens, pour ce qui est de Madame de Sévigné, puisque je reviens encore sur cette idée qu'elle n'a pas voulu être publiée. J'aime à citer cette lettre de juillet 1668, où elle reproche à son cousin Bussy-Rabutin d'avoir fait son portrait, d'avoir raconté sa vie, et elle lui écrit « Être dans les mains de tout le monde, se trouver imprimé, être le livre de divertissement de toutes les provinces, se rencontrer dans les bibliothèques et recevoir cette douleur, par qui ?» On voit comment le fait d'être publié ou d'avoir sa vie publiée, pour elle, n'était pas un objectif. C'est assez clair, je crois. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre les réticences qui ont été celles de sa petite fille, enfin de ses héritiers, de sa petite fille, puisque c'est sa petite fille, pour finir, qui a assumé cette décision. Mais c'était pas évident, je veux dire, de publier pour des raisons familiales, pour des raisons de pudeur, aussi en raison du statut aristocratique. Cependant, effectivement, ces deux parcours tout à fait exceptionnels que sont Sévigné et La Fayette ne peuvent pas cacher, effectivement, qu'elles ne sont que les noms les plus connus d'un ensemble d'écrivaines, romancières, poétesses, dramaturges, conteuses, finalement extrêmement nourries. On a déjà cité Madeleine de Scudéry, mais on peut penser effectivement à beaucoup d'autres. Du point de vue de la correspondance, par exemple, Madame de Sévigné a été en rapport avec Madame de Maintenon, qui a quand même laissé plusieurs volumes
de correspondance, tout en écrivant aussi, par exemple, des proverbes pour être joués à Saint-Cyr. Mais on peut penser aux conteuses, avec par exemple donc tout un mouvement autour du conte de fées, qui est un genre créé par les femmes, enfin créé sur le plan littéraire en tout cas, sur le plan d'écriture. C'est Madame d'Aulnoy, la première à avoir publié donc un conte en 1690, et autour de Madame d'Aulnoy, il y a bien d'autres conteuses, Catherine Bernard, Charlotte Rose Caumont de la Force, Marie-Jeanne L'Héritier, Henriette Julie de Murat, mais on peut penser encore à d'autres romancières, connues ou pas connues. Madame de La Fayette n'est pas la seule. Je pense par exemple, non seulement à Scudéry, que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais par exemple Mademoiselle de La Roche-Guilhem, qui a toute une carrière d'abord en France, et puis c'est une protestante, et à partir de la fin des années 70, elle part à Londres, où elle continue, elle écrit une comédie-ballet qui est jouée à la Cour de Londres, elle écrit des recueils, donc par exemple un recueil d'histoires galante qui s'appelle Histoire des favorites, et de ce point de vue-là aussi, je voudrais mettre en avant le nom de Madame de Villedieu, qui est à mon avis une des grandes autrices, et peut-être la grande autrice méconnue, si je devais faire un palmarès, et si je devais effectivement désigner celle qui est aujourd'hui inconnue et qui mériterait de ne plus l'être, je mettrais en avant effectivement le nom de Catherine Desjardins, Madame de Villedieu de son nom de plume. Merci Nathalie Grande pour ces conseils de lecture. Laure de Prétot, en écho à ce qui vient d'être dit, la volonté d'être autrice, de se dire autrice ou de publier, ça c'est quelque chose qui mérite réflexion quand nous évoquons Sévigné. Il y a plusieurs choses qui ont aussi été dites par plusieurs intervenants dans cette semaine consacrée à Sévigné et aux autrices de l'époque moderne. Il y a cette question de la publication imprimée ou manuscrite, et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire un certain nombre de distinctions, dans la mesure où je pense qu'un certain nombre de femmes qui écrivaient étaient tout à fait partantes pour que la publication arrive par le manuscrit et que ça circule. Et beaucoup de textes circulent et continuent à circuler, même si l'imprimerie se développe. Donc voilà, il y a cette question des deux formes de publication. Il y a aussi la question de la lecture à haute voix dans des cadres de cercles lettrés, dont on a quand même un certain nombre de témoignages. Ça, c'est quand même une forme de façon de devenir auteur ou autrice, de s'autoriser à écrire et à être lu en public. Et puis après, sur la question au moment du passage à l'imprimé, il y a toute une gamme de pratiques qui sont très complexes aussi à reconstituer. C'est très difficile aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, en travaillant sur les privilèges d'imprimerie, quel nom a été donné, est-ce que la publication est anonyme dans un premier temps, c'est le cas par exemple de la princesse de Clèves. Ensuite il y a des questions d'attribution et de réattribution qui interviennent au XVIIIe siècle, et il est vrai qu'un certain nombre de textes écrits par des femmes ont été rétrospectivement attribués à des hommes, et on est en train aussi aujourd'hui de détricoter un petit peu ces erreurs d'attribution. Mais voilà, il y a, pour résumer, tout un ensemble de pratiques d'écriture et de publication qui font aussi qu'il y a tout un ensemble de manières d'être auteur ou autrice d'un texte. Ça concerne d'ailleurs aussi bien les hommes que les femmes. Et puis la question posthume, bien sûr, est très importante. Et le talent. Aussi, parce que Bussy... Alors oui, mais ça c'est toujours plus difficile à mesurer, bien entendu. Et le goût d'une époque aussi, parce que je pense que ce qui plaisait dans la manière d'écrire de Bussy-Rabutin n'est plus forcément ce qui a plu ensuite. La question de ce qui s'enseignait dans les classes a changé aussi. Et voilà, donc c'est à la fois du talent, mais aussi la question des différents goûts de chaque époque. Ce qui est certain, c'est que Madame de Sévigné veut absolument que sa petite fille sache bien écrire. À Madame de Grignan, 22 avril 1689. Conservez-vous et faites écrire Pauline. Je regardais l'autre jour son écriture, elle ressemble tout à fait à la vôtre. Son orthographe est parfaite, cela n'est-il pas joli ? Enfin, ma chère comtesse, servez-vous, je vous prie, de ce petit secrétaire que j'aime beaucoup. Pauline se façonnera fort en écrivant ce que vous pensez. Rien ne saurait être si bon pour elle, ni pour vous. Lou Rousselet qui lisait
Madame de Sévigné, 1689, pour cette lettre qui encourage Madame de Grignan, donc la fille de Madame de Sévigné, à ce que la petite fille Pauline écrive. Anne Lorsol, dans ce que nous évoquons ici, il y a un univers. Et dans l'exposition Madame de Sévigné, lettres parisiennes, c'est ce que nous ressentons aussi, avec des personnages, avec des manières d'être, avec des codes. C'est extrêmement codifié, ce monde-là. Une correspondance codifiée, des manières de se comporter, une sociabilité intense. Et une sorte de raffinement aussi, hein, nous le voyons bien, en tout cas tel que cela est présenté de manière publique. Oui, tout à fait. C'est une société qui est extrêmement ritualisée, avec des usages codifiés. Et Sévigné, elle est riche de cette culture aussi, qu'elle a constituée d'abord en pratiquant cet art de la conversation dans les différents cercles galants qu'elle fréquente, mais aussi parce que c'est une immense lectrice et qu'elle a intégré beaucoup de codes issus de manuels épistolaires en particulier ou d'ouvrages qui apprennent à bien écrire. Elle est formée, si vous voulez. Hein. Il y a une vraie culture d'imprégnation. Elle est formée à ces usages sociaux qui sont propres à l'aristocratie de la première moitié du XVIIe siècle. Et la correspondance se ressent en Nathalie Grande. Nous le voyons bien ici, cette sociabilité est importante aussi pour saisir comment Madame de Sévigné devient figure de son temps. Parce que par l'iconographie, ses représentations magnifiques, par la qualité littéraire, elle correspond aussi à l'attente que l'on a pu avoir par la suite du XVIIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous essayons de comprendre pourquoi Madame de Sévigné est-elle devenue classique, alors que d'autres, vous nous l'avez dit, ne l'ont pas été. Et on va lire Marie-Catherine Desjardins, parce que ça, c'est le conseil que vous nous avez donné. Oui, très bonne idée, excellente idée, d'autant plus que on a la chance d'avoir eu quelques éditions récentes en poche, donc elle est accessible, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques dizaines d'années. Pour ce qui concerne effectivement le destin dans le domaine de l'histoire littéraire de Madame de Sévigné, effectivement, on peut, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être autrice et qui pourtant aujourd'hui est reconnue comme une des plus belles plumes déjà du XVIIe siècle et une autrice éminente, représentante de l'esprit français, enfin qui est devenue vraiment une référence de notre culture. Donc effectivement, cette métamorphose peut surprendre et elle s'explique effectivement par le fait que les lettres, une fois qu'elles ont été publiées, ont connu un grand succès scolaire. Disons que Madame de Sévigné, dans la perspective d'éducation des femmes, qui a été quand même un des enjeux donc forts des précieuses, mais les précieuses de ce point de vue-là ont été écoutées. Enfin, il y a eu avec à cause aussi de la contre-réforme, il y a eu tout un mouvement pour favoriser l'éducation des filles, parce qu'on a pris conscience de l'importance de l'éducation des filles dans un mouvement général, j'allais dire, d'éducation et de civilisation qui correspond donc à l'évolution de la société française et européenne depuis la Renaissance. Les textes qu'on pouvait donner aux filles, il fallait évidemment que ce soit des textes qui correspondent. Alors on pouvait leur donner des modèles masculins, mais enfin les gens qui se sont intéressés à l'éducation et en particulier à l'éducation des filles se sont dit que c'était bien aussi qu'elles aient un certain nombre de modèles féminins. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les lettres de Madame de Sévigné sont devenues effectivement des succès scolaires. C'est surtout le 19e siècle où il y a non seulement donc des éditions, j'allais dire, savantes, enfin en tout cas pour un public adulte qui continue, mais aussi tout un phénomène éditorial autour de lettres choisies, de regroupement, de présence dans les premiers manuels d'enseignement. Ces lettres sont données comme modèles et modèles pour tout modèle d'écriture, modèle de style, mais modèle en partie particulièrement apprécié pour les jeunes filles parce qu'elle écrit bien, donc un intérêt stylistique, parce que elle écrit des choses
qu'on peut mettre entre toutes les mains. C'est la petite fille de Jeanne de Chantal, c'est une femme pieuse, une chrétienne, qui ne présente donc aucun risque de danger, parce que ça c'est la grande angoisse des pédagogues, c'est de donner de mauvaises lectures, il faut donner de bons livres. Voilà, Madame de Sévigné fait partie des bons livres à mettre entre toutes les mains. De ce point de vue-là, d'ailleurs, l'école républicaine a eu plaisir à utiliser Madame de Sévigné, parce que justement, Madame de Sévigné était, insoupçonnable. Voilà, les lettres de Madame de Sévigné, parce que c'est la petite fille de Jeanne de Chantal, parce que c'est cette femme, effectivement, qui a eu une vie sage, de veuve respectable, et qui a souhaité le rester, a pu servir, ne présentait aucun risque moraux, donc à mettre entre toutes les mains. Et puis par ailleurs, c'est aussi un modèle de maternité, parce que effectivement, dans la mesure où dans l'ensemble de la correspondance qu'a pu écrire Madame de Sévigné, on a essentiellement conservé les lettres à sa fille. La relation mère-fille, la relation d'éducation, relation d'affection, etc., c'est aussi un modèle de maternité, on va dire heureuse, ou en tout cas de maternité épanouie, qui a pu sembler aux pédagogues un modèle intéressant à transmettre aux petites filles. Donc pour toutes ces raisons, Madame de Sévigné, je pense, cochait toutes les cases pour devenir effectivement une autrice de référence scolaire. Ce qui, évidemment, est une manière un peu réductrice aussi, clairement, de la lire. Laure de Prétot, Madame de Sévigné cochait toutes les cases. Oui, mais alors c'est aussi lié au fait que quand il y a énormément de lettres, on peut choisir. Et donc c'est vrai que la pratique de l'anthologie permettait de retenir les lettres qui, en effet, étaient à mettre entre toutes les mains, comme vient de le dire Nathalie Grande. Voilà, et donc ça permettait aussi de ne pas retenir les lettres dans lesquelles il y a des allusions sexuelles, des citations de Rabelais, de Comte de La Fontaine, des sous-entendus tout à fait grivois, parfois scabreux. Il y a ça, Sévigné, mais pas forcément dans toutes les anthologies. Donc ce qui est voilà, l'intérêt de l'objet correspondance, c'est en effet qu'on peut faire des choix, et progressivement chaque époque a aussi constitué ses anthologies en fonction des intérêts qu'on y cherchait. C'est vrai que dans un premier temps, on a cherché aussi à avoir un accès à l'envers du grand siècle, ou le siècle vu par le petit trou de la serrure, ou par la question de l'intimité. On s'est aussi intéressé à la question documentaire. On utilise aussi beaucoup la correspondance de Sévigné comme témoignage, avec tous les biais que ça implique. Et comme vient de le dire Nathalie Grande également, pour la question de l'apprentissage de la bonne écriture, pour l'apprentissage aussi moral. Donc voilà, c'est ce que permet, me semble-t-il, une correspondance, c'est de faire des choix et d'adopter un peu la Sévigné qui convient le mieux. Anne-Laure Sol, le regard porté à différents moments sur une personnalité, une personne, Sévigné en l'occurrence, ce sont des regards différents. Et c'est la même chose pour les expositions. Exposition aujourd'hui au musée Carnavalet à Paris, Madame de Sévigné, lettres parisiennes. Ce n'est pas la première exposition, mais ce n'est pas le même discours que les précédentes. Non, c'est très intéressant de regarder effectivement cette histoire des expositions au musée Carnavalet. Alors déjà, le choix même de l'implantation du musée d'histoire de Paris dans l'hôtel Carnavalet, Madame de Sévigné n'y est pas étrangère. En fait, on a hésité en 1860 entre différents hôtels dans le Marais, et un des arguments pour choisir l'hôtel de Carnavalet, c'était que Sévigné avait habité là. Donc tout de suite, elle est présente dans le parcours du musée, et on va imaginer de manière assez fantaisiste des salles qui évoquent la chambre de l'abbé de Coulanges, la chambre de Charles de Sévigné, sans fondement très précis. Et puis il va y avoir aussi des expositions régulièrement. Alors il y en a une en 1926 pour le tricentenaire,
de la naissance, qui va connaître effectivement une audience tout à fait considérable. Elle est inaugurée par le président de la République, le ministre de l'Instruction publique est là, et il s'agit vraiment de rendre hommage à une grande femme de lettres. Alors l'exposition, les œuvres retenues sont assez c'est assez classique comme propos, mais ce qui l'est moins, c'est le choix d'organiser en marge de cette exposition une série de conférences qui vont être confiées à des femmes. Alors, il y a 4 femmes qui vont être invitées, Marcel Tiner, Marie Drégnier, Lucie Delarue-Mardrus, Rosemonde Gérard, qui vont chacune livrer leur vision de la correspondance et de Sévigné. Et en 1926, c'est une initiative tout à fait originale et singulière, tout à fait innovante. Il y a ensuite une exposition en 1996 pour cette fois-ci le tricentenaire de la mort, et qui va, s'attacher davantage à la biographie, à la parentèle, qui va un petit peu creuser ce sillon de Sévigné seul de son espèce, en fait, sans la replacer forcément dans un milieu ou dans un contexte. Il y a notre exposition de 2026 qui se fonde sur ces 2 premières tentatives, bien sûr, et qui va, qui essaye, de renouveler un petit peu le regard, justement, en mettant en lumière les travaux récents. On a énormément travaillé avec Nathalie Fredel, que vous avez reçue pour cette exposition, et on a voulu évacuer certains aspects qui nous semblaient un peu limitatif, convenu, et puis revenir sur cette histoire longue qui existe entre le musée et Sévigné, avec, vous l'aurez remarqué sans doute dans la première salle, toute une partie qui est consacrée à ce culte sévignéen autour des reliques que le musée conserve et expose en permanence dans le parcours, dans les salles 17e du musée, avec ces petits morceaux de la vraie croix, entre guillemets, qu'il s'agisse de mèches de cheveux, de petits morceaux de robes, ou ce fameux bureau qui a été l'objet d'une enquête qui a malheureusement abouti à ce que tout le monde convienne qu'il pouvait pas s'agir du bureau de Madame de Sévigné. Mais c'était important de déconstruire cette histoire et d'ouvrir une nouvelle ère, entre guillemets, et en tout cas de donner la place à ce nouveau regard porté sur Sévigné et sur ses contemporaines. Madame de Sévigné, intimement liée à l'hôtel de Carnavalet. L'hôtel Carnavalet est exactement situé au numéro 23 de la rue de Sévigné. À l'époque où l'auteur des lettres vint occuper cette belle demeure de la Renaissance, la rue de Sévigné était dénommée rue de la Culture Sainte-Catherine. Comme le rappelle la plaque apposée rue des Francs-Bourgeois, Madame de Sévigné vécut dans l'hôtel Carnavalet de 1677 à 1696. Elle fréquentait et recevait chez elle de nombreux amis, dont plusieurs habitaient cet extraordinaire quartier du Marais où elle-même était née. Citons parmi ses amis le président Lamoignon, le poète Scarron, Fouquet, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Longueville, Ninon de l'Enclos. Lorsqu'elle fut certaine de pouvoir s'installer avec les siens dans l'hôtel Carnavalet, Madame de Sévigné manifesta toute sa joie, insistant sur l'excellence de l'emplacement, sur la beauté des lieux, signalant encore de bonnes petites filles bleues, fort commodes pour la proximité des offices. Elle faisait ainsi allusion au couvent voisin, celui des filles de l'Annonciade ou Bleu. N'oublions pas que Madame de Sévigné était la petite-fille de Sainte-Jeanne de Chantal. Madame de Sévigné se réjouissait aussi de l'ampleur des appartements, qui lui permettaient d'y loger toute sa famille, son fils, et puis monsieur et madame de Grignan, quand ceux-ci séjourneraient à Paris avec leurs enfants, enfin l'abbé de Coulanges, le bien bon des lettres. Sévigné, l'hôtel Carnavalet, présenté en 1954 par Géo Charles, avec ici un hôtel particulier, parce que, au temps de Sévigné, c'est une sorte de petite collectivité familiale. Non mais c'est ce que nous découvrons dans l'exposition. Anne Lorsol, c'est étonnant ce lieu.
Alors, le prix demandé pour le loyer dépassait un petit peu les possibilités de Sévigné. Ça représentait une somme de 2500 livres par an. Elle n'avait pas tout à fait les moyens de s'acquitter de cette somme. Et donc, elle a mis en place un système très ingénieux de colocation avant la lettre, puisque elle occupait bien évidemment tout l'hôtel, hein, et elle va, avec un certain nombre d'amis et de membres de sa famille, l'abbé de Coulanges, son gendre et sa fille Grignan lorsqu'ils viennent à Paris, Charles également lorsqu'il séjourne dans la capitale, et puis des amis qui sont de passage de manière plus ou moins longue, mettre au point un système de colocation, et chacun va s'acquitter d'une forme de quote-part en fonction de la surface qu'il occupe. Et c'est quelque chose qui lui convient très bien. Elle se réjouit, c'est souligné dans l'extrait que vous venez de diffuser, de cette installation à Carnavalet. C'est vraiment pour elle un moment merveilleux. Elle dit que sur tous les appartements, elle fait cette référence aussi à Rabelais. Il y aura écrit Vive la Sainte Liberté. Enfin, c'est une colocation qui est envisagée de manière extrêmement joyeuse, extrêmement libre, et qui va fort bien se passer puisque elle va durer une vingtaine d'années. Oui, parce que ça dure assez longtemps pour Sévigné, et avec ici une certaine joie de vivre qui correspond, Laure de Prétot, à ce que nous avons pu présenter sur l'enfance de celle qui devient par la suite Madame de Sévigné. Dans sa famille, il y a comme une fraîcheur, et d'ailleurs elle échappe au couvent, on va dire, pour poursuivre cette vie-là dans les rires et dans la curiosité. Oui, et je pense aussi que c'est à la fois un art de l'enjouement qui est sans doute aussi un peu un esprit de famille, et puis une culture familiale lettrée, on l'a aussi beaucoup dit cette semaine, et c'est très vrai. Il y a un certain esprit. Alors, est-ce que c'est l'esprit des Rabutins Chantal? Est-ce que c'est celui des Sévigné? En tout cas, au moment des publications au XVIIIe siècle, dans les éditions, il est écrit que Pauline de Simiane disait que dans sa famille, on voulait avoir de l'esprit impunément. Et puis, toujours dans les mémoires de Saint-Simon, il y a un certain nombre de mots d'esprit de Madame de Grignan, qui, à propos d'une mésalliance de son fils, dit que parfois, il faut bien mettre du fumier sur des vieilles terres. Donc, il y a une manière dans cette famille de dire des choses quand même très, très, à la fois spirituelles, mais très mordantes, qui est resté un peu comme une sorte d'esprit de famille. Ça, c'est vrai. Comme on peut aussi parler de l'esprit des Mortemart chez Saint-Simon, repris par Proust. Voilà, donc il y a aussi ce que je voudrais peut-être dire aussi, il y a une question collective, une sorte doctorialité collective qu'on a un peu perdu de vue peut-être parce que depuis le 19e siècle, on envisage les auteurs comme des individus avec un peu un culte du génie, de la singularité, de l'exceptionnalité. Et en fait, pour reconstruire ces univers, je pense qu'on gagnerait à imaginer des formes collectives d'écriture et une culture d'esprit qui n'est pas toujours familiale, qui peut être aussi dans des formes de vie communautaire. Mais voilà, en tout cas, des manières d'écrire à plusieurs et de cultiver un esprit à plusieurs. Contextualiser en tout cas la création littéraire avec tous ces éléments que vous nous apportez pour saisir pourquoi Madame de Sévigné est devenue Madame de Sévigné telle que nous la présentons aujourd'hui. Nathalie Grande, il y a une autre approche possible, c'est de saisir pourquoi d'autres ont été effacés ou invisibilisés, pourquoi des autrices du grand siècle n'ont pas été retenues, parce qu'il n'y avait pas tout ce que vous pouvez évoquer ici, il n'y avait pas cette pudeur, et tout le monde n'est pas petite fille d'une sainte Chantal, il y avait d'autres éléments qui ne convenaient pas pour que d'autres femmes ne soient pas retenues. C'est une vaste question, la question de la transmission et de la construction de l'histoire littéraire. Il faut savoir quand même que des parcours comme ceux des autrices que j'ai citées tout à l'heure sont des parcours tout de même exceptionnels. Comme on l'a dit plusieurs fois, Madame de Sévigné, finalement, elle vit quand même dans un cercle élitiste extrêmement restreint. Il ne faut pas imaginer que toute la société partageait les avantages dont elle a pu bénéficier sa vie durant.
de ce point de vue-là, voilà, c'est un réseau effectivement, hein, c'est un réseau, mais qui dit réseau dit aussi limite du réseau. Après la construction de l'histoire littéraire, il faut bien savoir, dans la mesure où c'est un discours savant, c'est un discours qui a été dans les mains justement des savants. Et les savants, par définition, ce sont des hommes. Les femmes savantes, comme on le sait, n'ont pas bonne presse. Hein. Il y a sinon une incompatibilité de nature qui a pu être pensée, y compris au XVIIe, en tout cas quelque chose qui est considéré comme une incompatibilité de mœurs, à se présenter effectivement comme savante, c'est quelque chose que ça ne se fait pas, ce n'est pas convenable. D'où l'éthos de pudeur et de modestie qui est celle des autrices et qui fait partie des arguments qui ont fait qu'elles ont publié de manière anonyme. Même Madeleine de Scudéry, qui est sans doute une des figures, des proto-figures d'écrivaines professionnelles, même si elle n'a pas directement gagné de l'argent en vendant des textes, mais bon, tout de même, elle était reconnue internationalement comme étant une grande écrivaine. Même elle expliquait dans ses romans qu'il faut tout savoir, mais en ne disant rien. Il faut tout savoir en laissant penser qu'on sait, mais sans dire qu'on sait. Donc, il faut apprendre, mais garder son savoir pour soi et ne pas l'étaler, parce que c'est considéré effectivement comme malséant pour une femme, non pas de savoir, mais de faire savoir qu'elle sait. Donc voilà, ça fait partie de ces difficultés. Donc le discours savant et l'histoire littéraire fait partie des discours savants, c'est un discours que les femmes ont eu du mal à endosser. Voilà, il y a là aussi, ça fait partie des travaux qu'on fait actuellement pour essayer de trouver les premières traces des proto-historiennes de la littérature, ou la manière en fait dont on peut trouver des traces d'histoire littéraire dans des écrits féminins qui ne sont pas des écrits explicitement dédiés au discours savant. Parce que finalement, voilà, lorsque les femmes écrivent de l'histoire littéraire, pendant longtemps, elles le font sans le dire. Et quand on regarde les discours savants, qui sont donc des discours masculins, les femmes, ils y pensent pas souvent. Donc, il y a cette raison-là pour les éliminer, et pour éliminer les autrices. Et puis, d'autre part, après, il y a d'autres raisons, justement. Le caractère immoral, parce que pour une femme, raconter des histoires d'amour, est-ce bien décent ? Le caractère éventuellement transgressif d'un certain nombre de vies, parce que, voilà, écrire, on mesure pas aujourd'hui à quel point, effectivement, pour certaines d'entre elles, ça a été je dis pas un choix de vie radical, mais en tout cas, c'était en écho à des choix de vie parfois transgressifs. Parmi celles que je vous ai citées tout à l'heure, Marie-Catherine d'Aulnoy ou Charlotte Roscommon de la Force, à certains moments de leur vie, ont été on va dire au moins en résidence surveillée, pour ne pas dire en prison, parce qu'elles menaient des vies considérées comme scandaleuses, ou parce qu'elles étaient en infraction effectivement avec la loi. Et leur mari a exercé le droit qu'il avait. Le mari avait le droit effectivement avait un droit complet, avait juridiquement tous les droits sur sa femme, y compris celui, effectivement, de l'assigner à résidence. Et je pense qu'une des raisons, c'est une réflexion personnelle, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles Madame de Sévigné a vécu, dans les jeunes années de son mariage, présenté comme harmonieux, pourquoi pas, effectivement, parce que elle a épousé un homme, un bel homme de son âge, avec un beau titre, etc. Bon, peut-être harmonieux, mais qui quand même l'a abondamment trompé dès leurs premières années de mariage. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle est restée en Bretagne, alors que c'est pas son lieu de naissance, c'est pas son lieu de relation, etc. Je pense qu'elle est restée en Bretagne aussi parce qu'il l'a mise en Bretagne, parce que elle l'embêtait à Paris. Donc voilà, Madame de Sévigné elle-même a été voilà, on peut penser qu'elle a été quelque part victime de cette autorité masculine qui fait qu'elle a préféré à 25 ans, lorsqu'elle a été
je n'ose pas dire par chance, libérée de son mari. Ouais, veuve, quoi. Elle a préféré effectivement en rester là et ne pas recommencer l'aventure du mariage qui est une aventure effectivement qui menace de devenir ce long esclavage que dénonçait Madeleine de Scudéry, qui elle a fait le choix du célibat. Pluralité de lecture, effectivement, de Sévigné, on l'entend bien ici, ce qui explique aussi la postérité et le succès. Et puis Anne-Laure Sol, d'autres éléments entrent ici en ligne de compte, et notamment le besoin d'avoir des figures dans la construction d'une histoire nationale, et ces grandes figures littéraires ont trouvé Sévigné, qui, au XIXe siècle, c'est dans ce mouvement qu'on évoque depuis tout à l'heure, est statufié, et on le voit bien dans l'exposition. Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant de voir que chaque époque a sa Sévigné, et qu'il y a toujours une dimension quand même très sentimentale qui s'attache à ces représentations. Donc, on peut le voir dans l'exposition dès le début du XIXe siècle, à partir du moment où elle est présente, où se fabrique une image, en fait. Alors, dans les éditions, les frontispices qui reproduisent son visage, souvent une déclinaison du pastel de Nanteuil qui est conservé à Carnavalet. Et puis ensuite, on voit que ces déclinaisons vont prendre des formes tout à fait étonnantes parfois, dans les arts décoratifs, dans la publicité, dans les manuels scolaires. Nathalie Grande l'a bien sûr rappelé. Et cette construction d'une image, elle va aussi prendre la forme de la statuaire, en particulier sous la Troisième République, où Sévigné va, et c'est un peu le résultat de cette élection comme un modèle édifiant, moral, Sévigné va être statufié à des endroits tout à fait déterminants. Alors la première représentation sculptée qu'on connaisse d'elle, c'est en 1857 à Grignan. Et c'est très intéressant de suivre aussi l'histoire de ces représentations sculptées. Elle est représentée assise, en train d'écrire une lettre, la plume à la main. Puis ensuite, il y a différentes représentations. Il y en a une qui est, à mon avis, tout à fait symbolique. C'est celle qui se trouve sur la façade de l'hôtel de ville. Alors, côté scène, c'est là qu'on a mis les femmes et on les voit pas très bien. Mais elle est là, à côté de Madame Roland. Elle est aussi présente à la Maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis. À chaque fois, elle est représentée dans une semi-posture d'intimité. Elle est en train d'écrire. On ne la présente jamais avec un livre. On la présente avec des lettres. Donc c'est vraiment ce moment qui est saisi. Et puis ensuite il y a bien sûr tous les avatars publicitaires qui sont présents dans l'exposition, qui sont des déclinaisons plus ou moins loufoques parfois. Écoutez, merci pour le chocolat. À Madame de Grignan, au Rocher, dimanche 25 octobre 1671. Et le chocolat, qu'en dirons-nous ? N'avez-vous point peur de vous brûler le sang ? Tous ces effets si miraculeux ne nous cacheront-ils point quelque embrasement ? Qu'en disent vos médecins ? Dans l'état où vous êtes, ma bonne, rassurez-moi, car je crains ces effets. Je l'aime, comme vous savez, mais il me semble qu'il m'a brûlé. Et, de plus, j'en ai bien entendu dire du mal. Mais vous dépeignez et vous dites si bien les merveilles qu'il fait en vous que je ne sais pas que dire. Lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan du 25 octobre 1671 à propos du chocolat. Une lettre écrite au Rocher. Ça tombe bien, dès lors la publicité s'en est saisie. Il y a eu des publicités pour des marques chocolatières. Alors, c'est vrai que la maison de chocolat à la marquise de Sévigné a énormément fait pour la célébrité dans les foyers de Sévigné. Donc, c'est une maison de chocolat qui est créée à la fin du 19e siècle et qui va utiliser de manière très amusante souvent cette image. Et puis, un certain 17e siècle complètement fantasmé. Il y avait un salon de thé qui se trouvait place de la Madeleine où on avait commandé à Maurice Leloir des vues comme ça de scènes où on voyait Madame de Sévigné en train de boire du chocolat, d'en offrir, d'en recevoir. Voilà. Et c'est tout un monde qui se met en place et qui fait énormément
pour la gloire de Sévigné. Mais vous aussi, vous faites pour la gloire de Sévigné, parce que merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces informations avec ici tant de choses à découvrir encore. Laure de Préto, informée et racontée dans la correspondance de Madame de Sévigné, c'est publié chez Classique Garnier. Nathalie Grande, merci vivement à vous, parce qu'il y a ce regard sur les femmes dans l'histoire littéraire, un regard multiple. Et Anne-Laure Sol, il y a cette exposition au musée Carnavalet à Paris. Madame de Sévigné, lettres parisiennes. Vous serez encore là pour les 400 ans de la mort de Madame de Sévigné avec une autre exposition. C'est pas sûr. C'est pas sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. La série du cours de l'histoire consacrée à Madame de Sévigné et les femmes du grand siècle est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Tout au long des pages, dans ces portraits se reconnaissent les contemporains, en écho au commérage des ruelles. Mais si les précieuses passent à la postérité sous le qualificatif de ridicule, il ne faut pas oublier qu'elles ont apporté à la société française, au lendemain des mœurs un peu rudes d'Henri IV, le goût de la conversation, du beau langage, des sciences mieux connues et plus fidèlement observées. Valérie Hanin, directrice de rédaction du magazine L'Histoire, est avec nous dans le cours de l'histoire. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Et je me demande toujours ce qui se passe dans votre rédaction au moment où vous vous dites « Et si nous faisions un dossier sur Louis XI, roi sage ou roi fou ?» Alors ça, je ne vous le dirai pas, mais il faut croire que c'est quand même un personnage beaucoup moins sympathique que Madame de Sévigné. Et pourtant, c'est un des rois les plus connus, c'est un des rois que les Français, bizarrement, aiment beaucoup. Les biographes sont très nombreux et notamment, évidemment, beaucoup ont lu le Muret Kendall, la biographie qui avait au temps où Fayard lançait la biographie historique. Alors pourquoi le succès d'un roi pareil ? Bizarrement, c'est d'abord sa mauvaise réputation. Le roi tyrannique, insensé, fort laid, un visage bourgeonnant, un invraisemblable chapeau couvert de médailles, un pourpoint trop court... des anecdotes qui circulent depuis le Moyen-Âge sur sa cruauté, et notamment celle des cages de fer trop petites, improprement appelées fillettes, dans lesquelles, paraît-il, il enfermait ses adversaires, et bien sûr Charles le Téméraire, pour venir se réjouir la nuit du spectacle de leur supplice. Une légende noire qui a traversé les siècles, mais qui vient tout droit des chroniqueurs. Tout le monde n'a pas son Joinville comme Saint-Louis. Les chroniqueurs qui le détestaient, je ne citerai que Thomas Bazin, le plus acharné, le brillant et jeune évêque de Lisieux, qui le détestait parce qu'il avait été écarté de l'entourage royal après la mort de Charles VII et qui a passé sa vie en exil à distiller le venin contre Louis XI, une légende noire qui ensuite s'est propagée à travers les romantiques et jusque dans les livres de classe. Tout le monde connaît ces histoires. Mais il y a beaucoup d'autres sources, car une abondance de lettres qui se multiplient depuis le XIIIe siècle dans les chancelleries, mais Louis XI, pour Louis XI particulièrement, ces lettres scellées au sceau de cire rouge qu'il dictait souvent lui-même et dont plus de 2000 ont tellement fasciné les érudits du XIXe siècle qu'ils les ont éditées, ce qui a considérablement fait progresser la recherche et modifié l'image du roi. Et le plus stupéfiant, c'est quand même le goût qu'ont eu pour ce roi un peu effrayant les historiens républicains, et notamment Michelet. Michelet qui détestait le Moyen-Âge, mais qui a contribué vraiment fortement à la gloire de Louis XI, parce que Louis XI est un roi centralisateur, capable de mettre au pas les grands, de vaincre Charles le Téméraire, la mort de Charles le Téméraire dans la neige à Nancy, racontée par Michelet, le constructeur d'une France agrandie, renforcée. Le roi aux médailles devient un roi sage, novateur, moderne, un roi qui a fait la France. Alors la réalité est un peu plus nuancée. Certes, il a agrandi le royaume, la Bourgogne, enfin la moitié, le Maine, l'Anjou, la Provence, quelques villes de la Somme, ça n'est pas rien. Il a il a renforcé l'impôt royal et l'armée, mais ça n'est pas lui qui l'avait inventé, puisque c'était Charles VII qui a fait un impôt permanent. Ce qui lui appartient en propre, au fond, ce serait, racontons-nous dans ce dossier, avec Olivier Matteoni notamment, les 4 vagues de procès politiques au nom de la lèse-majesté
qui ont permis la confiscation des biens des lignées qui lui étaient hostiles, l'extinction de ces lignées, la mise en spectacle d'un pouvoir absolu, nous dit Jacques Crénen, un pouvoir, une étape dans la construction de la monarchie à la française, assez peu soucieuse des droits du Parlement. Va savoir si c'est pour ça que les Français l'aiment tant. Merci pour cette conclusion. Valérie Louis XI Roi, sage ou roi fou, c'est dans le magazine L'Histoire, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boel.